Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Noticias sur les antennes de Numérica Télévision. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve, mesdames et messieurs. Pour ce nouveau numéro, nous avons le plaisir de recevoir un Congolais, John Malala, c'est son nom. Il est professeur d'université, il est docteur en informatique. C'est ça, oui. Vous enseignez l'informatique, mais je vous reçois ici puisqu'il est le président d'un parti politique qui s'appelle le Parti des Travailleurs. Donc c'est à ce titre que nous allons nous entretenir tout au long de cette émission, mesdames et messieurs, avec le professeur Malala qui nous vient des États-Unis d'Amérique où il évolue. Monsieur John Malala, bonsoir. Bonsoir. Professeur des États-Unis à Kinshasa, en RDC, installé un parti politique. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? L'enseignement ne vous a pas suffi? Bon, suffire pour moi, c'est pas un problème. Je suis un professeur à vie, ça il faut reconnaître. Parce qu'en Amérique, lorsqu'un professeur devient très important, on prend ces histoires telles que les recherches, les publications et toutes ces choses-là, on les soumet entre les mains des scientistes, entre les mains des savants qui vont déterminer la valeur de ces professeurs. J'ai un contrat à vie, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'un travail, j'ai du travail, j'ai de la pension, j'ai la sécurité sociale, cela me suffit. Mais si je viens ici, c'est parce que je pense que nous devons tous entrer dans un système qui va nous permettre à pouvoir donner le meilleur aux Congolais. Si nous restons dehors, l'histoire ne nous pardonnera jamais. Votre parti, le Parti des Travailleurs, vous avez d'abord évolué dans une plateforme et pour aboutir enfin à un parti politique. C'est donc il y a à peine une année que vous avez été agréé par l'autorité de tutelle des États-Unis en République démocratique du Congo pour mettre en place un parti politique. Ça veut dire que vous avez des idées novatrices, que vous avez une vision, que vous avez un projet de société. Alors, on vous donne l'espace. Dites-nous tout, professeur. Le Parti des Travailleurs vise quoi? Vous poursuivez quoi comme objectif? Voilà, il y a une chose, je commence par dire, nous avons une devise dans le Parti des Travailleurs. Pour ceux qui connaissent le latin, nous disons nihil sine labore, c'est-à-dire rien sans le travail. Et nous avons un manuel, bien sûr, ce que nous appelons le manuel du parti, dans lequel on trouve un projet de société, on trouve des statuts et un règlement intérieur. Le Parti des Travailleurs, comme vous le voyez, nous visons d'abord la promotion du travail pour les Congolais. Le travail, c'est un droit. Le peuple congolais est en train de souffrir, il est au chômage. Aujourd'hui, on dit que 91% de la population congolaise ne peut pas vivre indépendamment sur le plan financier. C'est-à-dire qu'on parle ici en anglais de dependency ratio, donc ratio de la dépendance. 91% de la population congolaise, pour vivre, doivent dépendre des autres. Cela veut dire que il n'y a pas, en grande partie, c'est dû au problème du chômage. Je sais qu'au Congo, dernièrement, j'ai appris, on parle ici du taux de chômage qui a été réduit. Mais ça, c'est vraiment, comme on peut dire, c'est une histoire que nous devons bien voir. Pourquoi? Parce que quand on parle du taux de chômage qui est réduit, on est en train de faire allusion aux mamans qui se lèvent le matin, qui disent, je vais mettre un peu quelques beignets devant la parcelle, je commence à vendre, on dit, voilà, le chômage, elle n'est plus au chômage. Et des jeunes gens qui ont terminé l'université, qui pendant des années n'ont pas pu travailler, quelqu'un qui dit, bon, moi je ne travaille pas, en tout cas, je vais acheter quelques cartes SIM que je vais revendre ou bien des unités que je vais vendre, directement dit, ah, il n'est plus au chômage. Donc ce n'est pas ça le travail. Et le Parti des Travailleurs pense qu'il y a de l'excellence parmi les Congolais, et nous voulons prendre ces jeunes gens, nous voulons prendre notre jeunesse et leur donner un pays plus beau qu'avant. Et pour le faire, nous devons créer des structures, nous devons créer un environnement qui conduit au travail, qui permet à ce que l'on puisse trouver le meilleur des Congolais. Ça, c'est vraiment la première chose. C'est bien de parler du travail, mais concrètement, s'il faut donner du travail aux Congolais, vous partirez par quoi?
Oh, c'est ça. Où? Oh, ça c'est très simple. La formule montre que partout ailleurs, le travail commence par le soubassement, c'est-à-dire que les infrastructures. Aujourd'hui au Congo, vous pouvez me dire, il y a des gens qui parlent qu'il y a des infrastructures qui se construisent, il y a des routes qui se construisent, mais posez-vous la question de savoir combien de Congolais on trouve dans tout cela. Les étudiants qui terminent à l'IBTP, ils n'ont pas de travail, ce qui est vraiment un paradoxe dans un pays où l'on trouve que... Mais il y a quand même une main-d'œuvre congolaise. Hein. C'est que vous n'ignorez pas. Elle est complètement négligeable. Une main-d'œuvre congolaise, vous allez voir sur la route combien de gens qui sont là-bas, qui sont en train de diriger des travaux, qui sont des Congolais. Moi, je vais vous dire une chose. Des pays comme la Chine, la Chine, c'est un pays qui est extrêmement surpeuplé. Le pays comme la Chine, les prisons chinoises. Et ça, moi, je dois dire, ce que les gens ne veulent pas dire. Les prisons chinoises sont remplies. Il y a des millions et des millions de prisonniers en Chine. Mais qu'est-ce que le gouvernement chinois fait? On cherche à dépeupler ces prisons. On va prendre quelqu'un, un Chinois qui a, par exemple, un contrat de construction quelque part. On lui donne ces millions de prisonniers pour que ces gens-là puissent venir par exemple au Congo, sans expérience, sans connaissance dans la construction des routes. On laisse nos étudiants qui ont terminé ici, qui connaissent le climat, qui connaissent les analyses et toutes ces choses-là. On va trouver des Chinois, des prisonniers que l'on va mettre là-bas ensemble, qui vont venir et ils commencent à travailler. Vous devez avoir des preuves de ce que vous dites, professeur. Mais bref, on s'attelle pas, on ne va pas se retarder. Les preuves, je les ai. On ne va pas s'apaisantir là-dessus. En dehors du travail, un autre projet du Parti des travailleurs. D'abord, j'ai insisté sur l'aspect travail, mais nous avons, parmi d'autres histoires, parlons de la justice par exemple, et parlons de la recherche, l'innovation, l'éducation, et nous parlons de la femme et l'enfant, nous parlons de la santé, nous parlons de l'administration publique. Toutes ces choses-là font partie de notre projet de société. Les cas, par exemple, de la recherche et de l'innovation, nous ne pouvons pas aujourd'hui avancer si nous négligeons la recherche. Il faut que nos institutions, les universités, par exemple, puissent être des endroits où la connaissance est transformée en richesse. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. C'est pour ça qu'il y a un ministère de la recherche scientifique. Mais qui fait quoi au juste? Il ne fait rien. Donc, un ministère, ici tout est politisé. Si vous m'amenez de ce côté-là, je vous donne des exemples. Moi qui vous parle, je vous donne un exemple. Je reviens tout de suite là de l'Afrique du Sud. J'avais reçu un congé que nous appelons congé sabbatique, c'est-à-dire qu'un professeur d'université, après chaque 7 ans, peut recevoir un congé. J'ai pris un congé d'une année. L'Université de l'Afrique du Sud, le gouvernement sud-africain, l'Université de l'Afrique du Sud a su que j'ai pris un congé. L'Université de l'Afrique du Sud m'a contacté immédiatement pour que j'aille en Afrique du Sud pour former des professeurs d'université. J'ai dit bien pour former les professeurs à l'Université d'Afrique du Sud et les aider à créer un nouveau diplôme national en communication. Je venais de terminer de faire ce travail-là. Vous allez me dire que je ne peux pas apporter une telle contribution ici au Congo? Si nous avons des ministères qui sont réellement soucieux de ces choses. Vous êtes le bienvenu. Vous arrivez au Congo, vous allez voir... plusieurs copies de ma thèse de doctorat sont déjà ici. La personne la mieux indiquée. Mais je vous dis, plusieurs thèses, un minimum de 3 copies de thèse de doctorat sont ici sur place. J'ai déjà frappé à des portes, non pas parce que je cherche l'argent, pour que je puisse apporter ma connaissance. Où est-ce que nous en sommes? Alors vous décidez vous-même de mettre en place votre parti politique, cofondateur du Parti des travailleurs. Tout ce que vous dites dans votre projet de société, c'est bien bon, mais on a déjà entendu parler de ces projets, de ces aspects du travail, de la santé, de la recherche, de l'innovation, de la sécurité, du chômage, etc. Puisqu'il y a plus de 400 partis politiques en République démocratique du Congo. Quelle est la différence finalement qui va se faire, qui va s'opérer entre votre parti et les autres partis, ainsi que ces projets de société déjà existants en République démocratique du Congo? Sinon, un parti de trop. Non.
Je pense qu'il y a des gens qui sont là-bas, qui aiment écrire des textes pour écrire. Je pense que nous, on doit juger les gens pour comprendre ce que nous pouvons faire, ce que nous avons déjà fait. C'est sur base de notre bilan. Je vous donne un exemple. On parle de la création de l'emploi, mais nous ne le faisons pas des exemples. Ici, quand vous parlez professeur John Malala, vous me traitez dans mon entièreté. Il y a quelques années, je suis passé dans plusieurs chaînes de télévision ici à Kinshasa pour parler de l'aspect du problème du chômage. Et je me suis dit qu'il fallait chercher un moyen de pouvoir réduire le chômage et créer des emplois. J'ai proposé à beaucoup de personnes que nous devrions créer des centres pour la mission et le développement. Donc leadership, mission, développement, toutes ces choses-là. Bon, tout le monde m'écoutait, tout le monde aimait les idées, mais personne ne voulait vraiment apporter une contribution réelle. Bref, aujourd'hui je vous parle, nous avons créé, non pas ici à Kinshasa, parce que le Congo c'est pas Kinshasa, j'ai vu que tout le monde venait à Kinshasa. Nous sommes allés à l'intérieur du pays, dans les Bandundu, où nous avons créé un centre pour le leadership, la mission et le développement, où nous préparons les gens au travail. Par exemple, nous avons une école en maçonnerie que nous avons mis à la disposition de la population, connaissant que ces jeunes gens ne peuvent pas payer. Connaissant à Vanga, justement. À Boulongo, qui est à quelques kilomètres de Vanga, dans le Bandundu. Dans le Bandundu. Nous avons mis une école en maçonnerie, sachant que la population est déjà démunie. J'ai trouvé que, au lieu de chercher à se faire de l'argent, on peut faire de ça comme une offrande à la population. Nous avons mis une école en maçonnerie où chaque année nous formons des jeunes gens qui apprennent à construire, et quand ils terminent à construire, ils ont quelque chose. Quand ils terminent à étudier, ils ont quelque chose et maintenant ils peuvent se faire de l'argent. Ça, c'est notre part de contribution. Nous avons aussi mis une école en menuiserie. Les jeunes gens, les bancs, les chaises et toutes choses qui est là-bas, c'est fabriqué par nos propres élèves que nous avons mis, que nous avons formés, que nous mettons à la disposition de la population maintenant, qui deviennent une main-d'œuvre importante dans la société. Nous sommes en train d'apprendre ces mêmes notions-là aux enfants, parce que nous avons aussi créé une école primaire. Ici au Congo, généralement, quand quelqu'un crée une école privée, c'est pour se faire l'argent. Mais nous avons créé une école privée qui est une école primaire. Aujourd'hui, nous avons 150 élèves à qui nous ne demandons rien. Je vous signale ici qu'aucun de nos étudiants, que ce soit l'école primaire, que ce soit la maçonnerie, que ce soit la menuiserie, aucun de ces élèves ne paye quelque chose. Nous leur prenons en charge, nous supportons et nous payons les enseignants à leur place. Agréé depuis novembre, depuis novembre 2014 par l'autorité de tutelle, l'autorité compétente, parti politique, parti des travailleurs. Que représente actuellement le parti? Vous êtes représenté dans toutes les provinces, à Kinshasa d'abord. L'implantation du parti, vous en êtes où à ce stade? Bien sûr, nous sommes partout dans toutes les provinces. C'est-à-dire que quand nous étions accrédités, disons au mois d'octobre. Novembre, là, c'était la sortie officielle. Mais les partis, si vous allez aujourd'hui dans les Katanga, nous sommes là. Vous allez dans le Nord Kivu, vous allez dans le Maniema, dans le Kasaï, dans l'Équateur, la province orientale, le Bas-Congo, les Bandundu, Kinshasa, nous sommes présents. Nous avons des stratégies d'implantation qui relèvent de quelque chose, c'est-à-dire que c'est la politique de l'intelligence, la politique de la sagesse pour savoir comment, évidemment, utiliser des ressources humaines et intellectuelles pour pouvoir accélérer. Nous sommes peut-être, je vous signale ici comme vous avez dit, il y a 478 partis politiques au Congo. Mais sur les 478 partis politiques, il n'y a que 4 qui sont représentés sur 75% du territoire congolais. Et vous comptez également votre parti dedans? Là, avant, non, ça, je n'ai pas, bien que la charité bien ordonnée commence par soi-même, je n'ai pas compté le PDT, je parle de 75% du territoire congolais. Il y a 4 qui sont représentés sur 75% du territoire congolais. Nous avons le PPRD, le MLC, l'UDPS et l'UNC. Ce sont ceux-là, ces partis-là. Mais un parti qui n'a fait qu'à peine 7 mois, le PDT ou Parti des travailleurs, nous sommes représentés sur les 100% du territoire congolais. Le PDT se situe à quel niveau? Vous êtes un parti affilié à l'opposition?
à la majorité ou un parti des centristes, encore que les centristes, on les prend avec beaucoup de réserve. Je comprends très bien quand les gens prennent les centristes avec Parce beaucoup de qu'on sait, réserve. à un moment donné, ça penche un peu les centristes. Bon, c'est vrai. Nous ne sommes ni de l'opposition ni de la majorité, nous sommes des centristes, c'est vrai. Mais il faut comprendre que c'est une position réelle qui existe. Parce que dans notre cas ici, nous sommes pour le peuple. Nous sommes dans une réalité tout à fait congolaise et africaine. Voilà, nous sommes pour le peuple. Parce que je vais vous dire aujourd'hui que la majorité a ses intérêts. Jusque-là, elle est aussi pour le peuple. Non, elle n'a pas été pour le peuple. Si cette majorité était pour le peuple ne serait pas en train de souffrir. Le peuple congolais a été réduit. Il a été réduit. Il est pratiquement vu comme si elle n'était pas humaine. Aujourd'hui, les Congolais fuient le Congo. Ils sont en train d'aller ailleurs. Ils préfèrent même qu'on puisse les fouetter en Angola, qu'on puisse les fouetter en Afrique du Sud, qu'on puisse les tabasser à Brazzaville, qu'on puisse, du moins, il aura de la nourriture à la fin de la journée. Mais il n'y a pas que les Congolais qui fuient. Hein. Vous avez suivi, il y a des Camerounais, il y a des Éthiopiens. Mais ça, c'est pas notre problème. Nous devons voir, parce que si les Éthiopiens font ça, si les Camerounais ne font ça, la comparaison n'est pas raison. Cela ne veut pas dire que c'est une situation qui soit acceptable. Vous êtes au centre. Nous sommes là pour le peuple. Okay. Nous sommes en train de demander au peuple quels sont les besoins, quels sont les problèmes du peuple. Nous avons découvert le problème du peuple, qui est le problème de chômage. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'apporter notre contribution. Il y a les problèmes de sécurité. Aujourd'hui au Congo, vous savez, les gens n'ont pas la sécurité, n'ont pas la paix. Nous parlons, il y a 3 éléments que nous voulons ici, c'est la prospérité, la fermeté et la paix. Au Congo, je sais que si je donnais des chiffres, les gens vont dire non, c'est pas possible. Mais je peux vous dire que nous pouvons facilement créer des milliardaires. Pas 10, pas 20, pas 30, pas 100, mais des milliers de milliardaires. Est-ce que vous pensez pour quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à l'extérieur, à l'étranger, aux États-Unis où vous vivez, vous pensez maîtriser convenablement les problèmes fondamentaux des Congolais pour enfin leur donner une solution? Est-ce que vous le pensez, Monsieur John Malala? Ou c'est ce qu'on vous a dit, hein, c'est ce que vous lisez à gauche, à droite, c'est ce que vos amis ici vous font comme rapport, puisque vous-même, vous n'avez pas vécu ça, hein. C'est aussi ça le problème de ceux qui viennent de l'étranger. Puisque vous n'avez pas vécu ça, vous ne comprenez pas exactement ce qui se passe. Et à la fin, les Congolais ont du mal à vous faire confiance. Vous qui venez de l'étranger, de la diaspora, ici, pour enfin pouvoir prétendre apporter une solution ou des solutions aux problèmes des Congolais. D'accord. Je pense que la réalité, si les Congolais qui sont ici disent qu'ils connaissent mieux les problèmes des Congolais, ils feraient mieux ce que moi j'ai déjà commencé à faire. Parce que si vous connaissez les problèmes des Congolais, pourquoi ne pas faire ce que moi j'ai fait? Il y a combien de politiciens au Congo aujourd'hui qui gagnent, qui ont beaucoup plus d'argent que moi? Et combien qui disent qu'ils connaissent les problèmes des Congolais? S'ils connaissent les problèmes des Congolais, nous avons créé une école primaire où aucun enfant ne paye un seul sou. Nous payons les enseignants chaque mois. Des écoles comme ça existe aussi, et même dans la capitale. Oui. On peut vous en citer, hein, si vous voulez. Vous pouvez me citer un individu ici au Congo, un professeur ici au Congo qui a créé une école primaire. Voilà ce que je dis. Montrez-moi une seule personne avec son salaire qui engage des enseignants et un directeur et qui prend des élèves, qui achète des uniformes, des chaussures pour eux, qui les envoie à l'école chaque jour. Il paye les salaires et il ne reçoit rien en retour. Il achète des tonnes et des tonnes de bois, de planches pour former des gens en construction. Il ne reçoit rien en retour. Les étudiants vous devez avoir des millions dans ce cas, c'est exactement Monsieur John Malala. Non. Ou sinon vous aussi vous en profitez derrière puisque vous avez vos partenaires qui vous soutiennent. Ça devient aussi un fonds de commerce. Vous avez une preuve que j'ai des partenaires qui me soutiennent. Ça c'est mon salaire. Je prends mon salaire. Engager des professeurs, enseigner, envoyer des enfants à l'école, leur payer le Minerval, mais non. Mettre en place une structure où on forme des jeunes garçons à la menuiserie, etc. Je le fais avec mon argent. Beaucoup de moyens. Exactement. Je le fais. Je le fais avec mon salaire.
Non, je l'ai fait avec mon salaire. Vous devez avoir beaucoup d'argent. Non, mais c'est justement pour vous montrer. Alors, pour revenir à cette question, je vous ai donné d'abord cet exemple pour dire que je suis quelqu'un qui a vu un problème que vous ne voyez pas. Et j'ai résolu. Donc, en d'autres termes, si vous prenez une fourmi, vous voyez une fourmi sur cette table, elle peut être en train de circuler. Vous, là où vous êtes, vous regardez la fourmi, elle se promène partout, dit, mais cette fourmi, elle te dit, mais Rachel, toi, tu ne comprends pas la réalité de la table. Moi, j'ai vu sur la table. Mais le Bandundu reste toujours une province aussi pauvre. Non, hein? mais non, écoute. La province de Bandundu n'est pas développée pour autant. Oui, mais c'est justement pour cela que nous pensons que nous pouvons faire mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse faire avec mes moyens propres? Je peux changer vraiment combien il me faudra pour que je puisse apporter ces changements dans toute la province de Bandundu. Je veux revenir sur ce point-là parce que c'est très important. Le point où vous avez dit de ne pas maîtriser des réalités. La fourmi qui est sur la table, quand elle se promène sur la table, elle peut dire aujourd'hui que vous ne connaissez pas les réalités de la table parce que moi je vis sur la table. Mais vous savez quoi? Comme vous êtes là, vous pouvez voir et la fourmi et la table. Vous connaissez mieux la table que la fourmi pense. Parce que ça, c'est ce qui se passe. Il y a la vision de la fourmi et la vision de l'oiseau. Moi, j'ai la vision de l'oiseau. Vous qui êtes là, vous avez la vision de la fourmi. Parce qu'en venant directement, j'ai pu détecter qu'il y avait problème et j'ai su comment résoudre ces problèmes. Les gens qui sont là-bas, vous avez des politiciens aujourd'hui qui ne prennent que l'argent et mettent dans leur poche, mais qui ne font absolument rien. Moi, j'arrive, je vois un problème parce que j'ai la vision de l'oiseau, pas la vision de la fourmi. Les gens se trompent. Je suis né dans ce pays. Ce que les gens sont en train de vivre, je l'ai vécu moi-même. Mais oui, non, mais... On a connu des Congolais qui sont venus comme ça, Kachala, pour ne pas le citer, qui est venu avec pompe. Il a battu campagne à la manière, à la limite américaine. Mais à la fin, il a fait un fiasco à la fin, puisqu'il pensait maîtriser le problème de Congolais. Et difficilement, les Congolais vous font confiance. Oui, mais écoutez... Moi, je ne connais pas la personne que vous citez. Je ne connais pas ce qu'il fait au Congo, ce qu'il avait fait au Congo. Moi, je vous dis, depuis 10 ans, je suis ici au Congo en train de faire du travail sur terrain. Vous allez me dire que mon apport n'est pas important parce que je ne comprends pas les problèmes, les réalités du Congo. J'ai fait quelque chose sur terrain. Je ne connais pas ce que l'autre a fait. Je ne suis pas venu seulement ici pour les problèmes politiques. Parce que je suis déjà sur terrain en train de changer de vie des gens. Et cela pendant presque une décennie. Donc, vous voyez que je suis là. Je vais en Amérique. L'Amérique, je suis là, c'est pour travailler et gagner de l'argent. Mais quand je gagne cet argent, ça vient ici, c'est pour changer de vie des Congolais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous gagnez de l'argent qui vous sert à venir changer la vie des Congolais, mais à la fin, vous vous retrouvez bréduit. Comment compenser ces dépenses que vous ferez? Certainement en politique. Vous visez quoi finalement à travers votre parti politique, le Parti des travailleurs? Bon. Vous ambitionnez quoi? Non, écoute, chaque parti politique a pour objectif final de pouvoir gouverner. Ça, c'est très simple. Okay. Donc, ça, c'est pas quelque chose qu'on doit cacher, c'est l'objectif même. Même ceux qui sont au pouvoir vous diront ça, que oui, l'objectif d'un parti politique, c'est de pouvoir prendre le pouvoir un jour et de gouverner. Prendre le pouvoir, c'est... dans des pays démocratiques comme la RDC se veut un pays démocratique, ou est un pays démocratique, même si la démocratie c'est un processus qu'il faut atteindre petit à petit. Commencer par les élections, c'est ça. Voilà, le pays démocratique. Est-ce que vous êtes préparé pour finalement pouvoir gagner ou gouverner à travers des élections, les élections locales? Votre parti a-t-il présenté des candidats? Bien sûr que oui. Nous avons présenté... Ils ont un petit bilan, un petit total. Ça fait nous avons... sur l'ensemble du territoire national? Non, pas sur l'ensemble, mais en province et ici à Kinshasa, parce que, vous savez, il ne fallait pas aligner des candidats seulement pour le simple fait de les aligner parce qu'ils appartiennent au PDT. Il faut prendre du temps de connaître ces gens-là, connaître qui est qui. Et nous ne voulons pas mettre des gens là-bas et à la fin, la population est déçue. Donc, on a pris, il y a certaines provinces où nous avons eu des candidats qui ont postulé, et notamment aussi ici à Kinshasa. Et ce que nous avons fait, franchement, je pense que si je ne m'abuse pas, il y a des anciens partis politiques ici au Congo qui n'ont pas postulé à l'intérieur du pays. Mais nous avons postulé à l'intérieur du pays, nous avons aussi postulé à Kinshasa. Et nous voulons postuler
sur toutes les échéances électorales au Congo. Il n'y a aucune élection dans laquelle le PDT ne va pas postuler. J'ai dit toutes les élections. Même aux élections présidentielles. Même la prémature. Donc, disons la magistrature suprême. Nous allons postuler à la présidence de la République. Vous n'allez pas me dire que vous allez présenter quand même un candidat, ou sinon, modestement, alliez-vous aux autres partis pour pouvoir sortir du lot, sinon... Vous nous croyez incompétents de diriger ce pays? Je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Nous allons, parce que nous avons, au moment opportun, bien sûr, c'est très tôt de commencer à parler de ça, mais lorsque l'ouverture des dépôts de candidatures à la magistrature suprême sera là, vous allez voir, nous allons nous prononcer, et en ce moment-là, on devra balancer tous les atouts nécessaires. Et le peuple congolais va analyser ce que chaque candidat représente. Et c'est là où ils découvriront qui de ceux qui ont été là depuis longtemps, parce qu'ils sont partis du problème. Ce sont des gens qui font la raison pour laquelle nous sommes dans ces problèmes. C'est la plupart de ces gens-là. Justement, ça nous amène finalement à parler de l'actualité en République démocratique du Congo, les élections, mais des élections qui vont se tenir dans quelles conditions? On ne le sait pas. Certains proposent, on parle de l'organisation, la tenue d'un dialogue qui devient imminent en République démocratique du Congo. Quel est d'abord votre avis, Monsieur John Malala, sur le dialogue en République démocratique du Congo? Dans chaque démocratie, le dialogue est important. Ça, il faut reconnaître. Le problème qui se présente ici, c'est que si vous voyez les gens de part et d'autre en train de donner des points de vue, c'est parce que les gens n'ont pas confiance aux politiciens congolais, au gouvernement, aux politiciens congolais. Il y a ce qui s'est passé. Donc les gens jugent les politiciens sur base de leur bilan. Dans le passé, ils ne leur ont pas inspiré confiance. Alors, le dialogue est important. Moi, la façon dont je vois un dialogue, lorsque quelqu'un vient chez moi, à la maison, il dit « j'aimerais dialoguer avec vous ». La première question que je voudrais savoir, c'est dialoguer sur quoi? Parce que je peux être en train de sortir. Si vous venez, vous dites, non, j'aimerais qu'on puisse dialoguer, je vais regarder, je dis, en tout cas, pour ces problèmes, à cette heure ici, je pense que ce n'est pas possible. Nous pouvons repousser ces dialogues quand je vais revenir, parce que je suis en train de sortir. Mais si c'est un sujet très simple, on peut dire, bon, d'accord, ça, nous pouvons débattre dans 5 minutes. Disons en politique. Est-ce que pour le moment, il est opportun de pouvoir dialoguer, selon vous? Et quoi, qu'est-ce qu'il faut finalement se dire dans ce dialogue-là, qui se veut inclusif? Et je disais d'abord qu'il fallait connaître l'objet du dialogue, mais de plus en plus, on nous dit que l'objet du dialogue est connu. Donc, on parle là du calendrier électoral, et on parle là du fichier électoral, et on parle là du problème de budget. Et nous avons, le PDT a une position par rapport à tout cela, ces trois choses, parce que le budget, c'est un faux problème maintenant. Hier, le chef de l'État a reçu des diplomates qui se sont engagés, qui ont dit que l'argent ne doit... Voilà, donc ce n'est pas un problème. Et là, nous savons que... Le gouvernement s'est engagé à financer... Et voilà, donc nous ne pouvons pas... Ces problèmes n'existaient pas. Le problème du calendrier électoral, nous savons qu'il existe certaines choses, il y a plusieurs élections qui doivent avoir lieu. Néanmoins, il y a cet scrutin en 1 année et demie, est-ce que c'est faisable? Aux États-Unis, ça se passe comme ça? Bon, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les general elections et puis midterm elections. Les élections générales, c'est-à-dire que ça se passe au mois de novembre, là, c'est à tous les niveaux et tout se passe le même jour. Toutes les élections se passent le même jour, donc local, présidentiel, c'est le même jour. Alors et ici, c'est la même fiche, c'est le même fichier qu'on utilise. Et ici, on va faire 7 scrutins en 1 année et demie. Est-ce que c'est faisable? Bon, ici... Logistiquement parlant, financièrement parlant? Financièrement, on a, c'est comme j'ai dit. Et techniquement parlant? Techniquement parlant. Si vous parlez technique, c'est la moindre chose, parce que ça c'est mon domaine de la technologie. Techniquement parlant, c'est faisable. Tout ce que nous pouvons faire, si les gens n'ont pas toutes les compétences nécessaires pour aligner, faire passer toutes ces élections, nous devons faire en sorte que nous puissions privilégier certaines élections. Et si on doit repousser d'autres... Lesquelles, par exemple? Privilégier les élections présidentielles et les élections législatives, donc des députés nationaux,
Ça, nous devons le faire. Parce que le peuple congolais ne veut pas, et ça vous le savez, je sais que vous êtes journaliste, vous faites votre travail, vous devez être neutre, mais la réalité est que le peuple ne veut pas dépasser le mandat actuel. Donc ça, c'est connu. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs... Est-ce que vous avez été consulté d'abord? Seulement la population qui nous a consultés. Les politiciens... La population ne consulte pas. Mais la population consulte. Il faut savoir par la définition du terme, la population nous a vus. Aujourd'hui où je vous parle, et ça c'est sans exagérer, aujourd'hui où je vous parle, je revenais d'une rencontre, d'une consultation avec des leaders de 25 organisations de jeunes au Congo, qui sont venus me voir, sachant que je suis là, pour me parler de combien ils sont déçus de ce qu'on les a laissés de côté, on ne les a même pas consultés. Ça, pour moi, c'est une consultation. Ils sont venus me voir et ils m'ont présenté quels sont les problèmes des jeunes. C'est pourquoi j'ai parlé ici des cas de l'emploi. Mais ils se sentent offensés qu'on ne les ait pas impliqués dans cette histoire. Vous personnellement, de vous en nous, vous aimeriez bien participer à ce dialogue ou d'abord être consulté par le chef de l'État? Mais si c'est le problème du calendrier, si c'est le problème du budget, si c'est le problème du fichier, mais ceux qui doivent mettre l'argent et même le gouvernement eux-mêmes, ils ont déjà répondu à cette question. Nous parlons d'un fichier qui peut se résoudre, c'est une histoire d'un jour. Nous parlons même de voir quel calendrier, quelles élections privilégiées, c'est une histoire de 2 ou 4 heures. Même pas 4 heures. Ça demande vraiment des consultations, ça demande que l'on parle à toute la population. Le chef de l'État ne doit pas se mettre à faire le travail que les députés devraient faire. Vous savez pourquoi nous votons des députés? Nous sommes dans une... Alors vous n'êtes pas d'accord à l'idée des consultations? Bon, c'est pourquoi je dis qu'il faut qualifier l'accord et le désaccord. Ici, je dis consulter les gens. Le tout dépend de quels paramètres on voudrait adopter. Si on veut consulter des gens pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent, c'est une chose qui peut prendre au maximum une journée. C'est tout. On se met là-bas, on dit voilà, nous savons que la population ne veut pas retarder les élections présidentielles et les élections législatives. Avec les problèmes que nous avons ici techniquement, nous ne serons pas en mesure de combiner toutes ces élections. Nous voulons privilégier d'abord les élections présidentielles et législatives. Je ne pense pas que c'est une chose qui peut prendre franchement 24 heures pour résoudre. Donc personnellement, je suis d'accord avec un dialogue, d'autant plus que... Dialogue avec un médiateur, comme le veut la minorité, l'opposition, ou quelques partis d'opposition? Moi, je ne trouve pas d'inconvénience d'avoir un médiateur. Médiateur ou pas médiateur, tant que nous connaissons ce que nous voulons atteindre comme objectif, c'est très simple. Donc pour moi, je pense que nous devons rester dans les limites de la loi, nous devons rester dans les limites constitutionnelles, savoir que nous n'allons pas déborder par exemple... Est-ce que si, voilà, c'est la question, est-ce que si aujourd'hui ce dialogue se tenait, selon vous, on restera dans le respect strict du calendrier ou de la Constitution? Ça ne sera pas respect strict. Ça ne sera pas respect strict, mais néanmoins, il y a, vous savez, ce qu'on appelle la lettre de la loi et l'esprit de la loi. Ce sont deux choses différentes. Donc, nous resterons toujours dans l'esprit de la loi, pas dans la lettre de la loi. C'est-à-dire que on établit les lois, ce sont des lois faites par des humains, mais nous devons voir quel est l'esprit derrière cette loi. Comment est-ce que ça peut nous aider? Parce que si nous ne faisons pas des élections présidentielles et législatives, nous risquons d'amener le pays dans un chaos. Et si on se rend compte qu'il n'y a pas... on n'a pas assez d'argent pour organiser ce scrutin, que logistiquement parlant, on ne sera pas au point pour pouvoir faire des élections démocratiques, libres et transparentes. Est-ce que l'idée d'une transition peut vous inspirer? La transition, ça c'est non et non, N-O-N. Nous ne pouvons pas, le peuple congolais ne tolérera pas une transition même d'un jour. Et ça c'est aussi la position du PDT. Pas de transition même pour un jour. Même si on vous proposait un ministère ou des ministères? Je ne veux pas... D'abord, je vais vous dire, ma réponse sera non. Vous pensez que moi, je suis en train de chercher du travail? Je suis professeur à vie. Je suis professeur à vie
avec un contrat à vie. Si je viens au Congo ici, je fais 2 ans, je rentre, je trouve mon bureau est toujours là. J'ai un salaire, j'ai une pension, j'ai une sécurité sociale. Je ne viens pas ici, je ne suis pas de ceux qui croient que la politique c'est un lieu pour se partager du butin ou bien c'est un lieu pour se faire de l'argent. La politique c'est de l'apostolat. Et je suis d'ailleurs souvent choqué quand j'entends des gens qui disent essayer d'aider cet enfant d'aller à l'école parce que demain ou le lendemain il pourra devenir ministre. Et je suis choqué parce que les gens pensent de cela de cette façon. Pourquoi? Parce que la politique au Congo est devenue un moyen pour se faire de l'argent. Moi, je refuse d'accepter ces histoires-là. Ne croyez pas que je n'en ai pas eu les opportunités. Ce sont des choses que je ne peux pas discuter ici, mais je serai ministre au Congo à 2 reprises. Mais je ne le suis pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas voulu m'offrir, mais c'est parce que ce n'était pas ma passion. Peut-être vous avez fait comme l'autre à qui on a dit qu'on a proposé un ministère et qui a refusé l'offre puisque, semble-t-il, c'était un ministère qui ne lui convenait pas. Je ne vais pas... Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais vous dire une chose, que je ne pense pas que quelqu'un puisse me proposer un ministère qui ne me convient pas, connaissant mes spécialités, connaissant ce que moi je peux apporter dans ce pays. Mais je vais vous dire une chose, que je ne suis pas intéressé à travailler avec la majorité. Professeur, donc, voilà. Professeur John Malala, oui. Est-ce que si on vous demandait de faire un petit bilan sur le mandat Kabila, que diriez-vous? Bon, c'est à Kabila d'abord de nous donner, de nous donner lui-même, de nous dire qu'est-ce qu'il a accompli, qu'est-ce qu'il avait promis, parce que le bilan, en fait, doit être sur base de ce qui a été promis et ce qui a été accompli. C'est à lui de nous dire, voilà, moi, quand j'allais aux élections, je vous ai promis ceci, 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 cela. Voilà ce que j'ai pu accomplir. Si il peut dire, par exemple, que bon, j'avais promis des autoroutes à travers tous les pays, et qu'aujourd'hui nous trouvons des autoroutes à travers tous les pays, là, nous mettons ce qu'on a dit, on croche, on dit checkmark, comme on dit en anglais. Et s'il dit que bon, j'avais promis que les gens allaient commencer à manger à satiété, et qu'aujourd'hui la population congolaise mange à satiété, nous cochons. Donc c'est à lui de pouvoir nous dire ce qu'il a accompli, et nous allons juger pour dire mais c'est pas vrai. Donc c'est à lui de nous donner, de nous dire qu'est-ce qu'il avait promis, qu'est-ce qu'il a déjà accompli. En Amérique et ailleurs, en Afrique du Sud et dans beaucoup d'endroits, les chefs de l'État, des présidents donnent ce qu'on appelle the State of the Union, c'est-à-dire que chaque année tu viens, tu dis voilà ce que nous avions proposé de faire, voilà ce que nous avons fait, voilà ce qu'il nous reste à faire. Pourquoi nous n'avons pas fait ce que nous avons proposé de faire, et on commence à remédier cela. Donc c'est à lui de nous dire qu'est-ce qu'il avait proposé. Est-ce que le peuple congolais peut-il dire aujourd'hui que 10 ans après, leur vie est meilleure que ce qu'elle était avant les 2 mandats de l'actuel chef de l'État? Vous êtes arrivé par l'aéroport international de Njili, aéroport rénové, retapé. Ça vous a pas tiqué un peu? Vous roulez sur une route, on va dire, rénovée aussi, requinquée, comme le dit mon patron. Tout ça, c'est la révolution de la modernité, n'est-ce pas? Non. Et je vais vous dire que l'aéroport de Kinshasa, c'est une honte. C'est une grande honte partout à travers le monde. C'est une très grande honte alors. Vous ne trouverez nulle part à travers le monde un aéroport international comme celui d'Njili. Ce n'est même pas un hangar. Ça n'atteint même pas le niveau d'un hangar des aéroports, internationaux. Donc, c'est vrai que ici les gens peuvent beau crier à la radio révolution, révolution de la modernité. On n'a même pas commencé la modernité au Congo. L'aéroport de Kinshasa, vous allez appeler ça un aéroport international? Ça n'a même pas les caractéristiques d'un aéroport local que nous trouvons dans des pays d'Afrique. Et vous allez appeler ça international. Et on va me dire que c'est une révolution. On ne peut même pas parler que nous sommes en voie d'entrer dans la modernité. Vous utilisez le terme révolution. Et le PDT va réellement nous amener dans la véritable révolution, bien sûr que oui, de la modernité. Bien sûr que oui.
Parce que aujourd'hui, il n'y a pas modernité. L'aéroport de Kinshasa, mais demander à n'importe qui, ça c'est une farce. Donc, il y a les infrastructures là-bas. C'est quoi ça? Vous allez dire aux gens que vraiment ça c'est un aéroport international. Aujourd'hui, 2016 plutôt, frappe à nos portes. Est-ce que vous voyez le profil d'un candidat président de la République? Bien sûr que oui, je vois. Mais c'est très tôt de commencer à parler de ça, malheureusement. Mais je vois le profil d'un candidat parce que nous vivons dans un monde nouveau. C'est un monde différent. Vous savez, la politique du 21e siècle ne doit pas être la politique du 20e siècle. Ce n'est pas la politique de nos parents des années 60, années 70, années 80, années 90 ou même de la politique d'il y a 5 ans. C'est un nouveau monde, c'est un monde tout à fait différent. Il s'agit ici de quelqu'un qui maîtrise des arcades, de l'économie moderne, des nouvelles technologies de l'information. Nous parlons de nouvelles technologies et la personne qui accède au pouvoir prochainement doit être quelqu'un qui comprend le dynamisme d'un monde global, qui comprend très bien ces éléments de l'économie moderne, et nous parlons ici de l'économie de l'information. Ça, ce sont des choses qui doivent être maîtrisées. Est-ce que vous maîtrisez l'informatique? Le 15, la République démocratique du Congo bascule vers la télévision numérique terrestre. Un mot par rapport à ça, la TN2? Disons, c'est une très bonne chose. L'avantage de la télévision numérique terrestre? Si, c'est une très bonne chose. Ma seule préoccupation est que je ne pense pas que les gens soient prêts à cela. Parce que je ne peux pas citer, mais j'ai eu quand même l'occasion de visiter des différentes installations ici. Et j'ai trouvé que franchement, ils ne sont pas encore prêts pour cela. Mais il y a quand même beaucoup d'avantages si les chaînes de télévision peuvent émettre numériquement. Il y a plusieurs avantages. D'abord, sur un plan simplement de ce que nous appelons bande passante, par exemple. Vous savez, la télévision numérique, elle transmet ce que nous appelons des données numériques, des chiffres, des 0 et des 1. Voilà. Donc, ce que vous faites entrer, c'est ce qui va sortir de l'autre côté. La fidélité. Voilà. Alors, ce sont des data, comme on le dit, alors que l'autre là que nous appelons analogue. Donc, ça, du moins, ça fait envoyer des ondes. Et pour expliquer à nos auditeurs, vous prenez par exemple une pierre, vous jetez dans l'eau et vous remarquez la présence des ondes longitudinales en concordance de phase. Donc, l'eau ondule un peu. Et vous avez ici au-dessus une certaine amplitude. C'est un peu technique, mais disons les gens mais ça comprennent. Comporte beaucoup d'avantages de basculer vers la télévision numérique. Exactement. C'est-à-dire que, vous voyez l'espace. Si ici, votre bande passante commence par exemple de la table jusqu'ici et que vous devez traverser ici. Si vous utilisez le système analogue, c'est un signal qui monte et il descend et il occupe tout cet espace parce qu'il est en train de bondir. Avec le système analogue, cet espace ici, les données sont en train de traverser, de voyager, comme on peut le dire, sur une ligne droite. En d'autres termes, sur cette même bande, vous pouvez insérer 5, 6, même 10 chaînes de télévision sur le même espace qui était utilisé pour une seule chaîne. Donc il y a beaucoup, ça c'est. Ça dit qu'il n'y a pas à s'affoler, quoi. C'est tout à fait logique et normal de pouvoir se conformer comme le veut la SADC. Oui, mais ce n'est pas facile parce que ça coûte de l'argent. Je ne pense pas que les stations de télévision, les chaînes de télévision ici à Kinshasa soient prêtes pour faire ça. Ça coûte beaucoup d'argent pour arriver à faire ça. Pour ceux qui émettent sur satellite, eux du moins n'ont pas à se tracasser beaucoup, si je peux dire. Si les émissions sont enregistrées par exemple en avance avec des équipements purement numériques, peuvent utiliser des stations satellitaires pour pouvoir
pour pouvoir transmettre des données satellitaires et que les gens peuvent recevoir et décoder ça avec le décodeur. Donc là, ça peut marcher. Voilà. Professeur John Malala, je crois qu'il faut organiser toute une émission pour parler de la télévision numérique terrestre. On va terminer avec vous cet entretien. Où vous trouvez le PDT? Vous êtes situé où, finalement, pour ceux qui aimeraient bien rejoindre votre parti ou faire un tour par là pour avoir une idée sur comment vous fonctionnez et ce que vous êtes en tant que parti politique? Ok, merci. Il y a d'abord, nous sommes dans un monde moderne, comme je dis, il y a d'abord l'espace virtuel. C'est vrai que nous avons des endroits ici. L'espace virtuel, je vais dire que les gens ont la facilité de vous retrouver s'ils vont, ceux qui ont accès à l'Internet par exemple, peuvent aller sur partidestravailleurs.com. C'est-à-dire que c'est vraiment le Parti des travailleurs, vous allez sur www.partidestravailleurs.com ou bien www.partidestravailleurs.org ou bien www.partidestravailleurs.net. Ça, du moins, ça leur donne l'occasion de pouvoir connaître plus les partis. Et puis, les gens peuvent aussi écrire, par exemple, à info@partidestravailleurs.com ou bien partidestravailleurs.org. Tous ces domaines-là amènent au même endroit. Ça, c'est par rapport à l'espace virtuel. On peut aussi trouver, par rapport à l'espace virtuel, on peut nous trouver sur Facebook, où les gens peuvent obtenir beaucoup plus d'informations. Alors, à part cela... Vous vivez à l'étranger, vous êtes coprésident, c'est-à-dire qu'il y a un vice-président ou un secrétaire général du parti ici? Qui anime le parti quand vous n'êtes pas là? Bon, nous avons, et évidemment c'est là où j'en arrivais, nous utilisons le terme conseiller national au lieu de secrétaire général. Nous avons le maître Jérim Bemba qui est à la permanence. Nous avons ce que nous appelons la permanence du PDT parce que au moment opportun, nous voulons bâtir certains immeubles où nous allons mettre vraiment ce que nous appelons notre bureau. Pour le moment, nous avons une permanence en Gili, au quartier 7, juste en face du tribunal, place Sainte-Thérèse. Il y a sur avenue Kaminala 18, nous avons ce qu'on appelle la permanence du Parti des travailleurs. Et c'est maître Jérim Bemba. Donc, la personne n'a qu'à aller sur place Sainte-Thérèse et arriver au tribunal d'Angili, s'il vous plaît, surtout. Et il y a au quartier 7, vous avez le tribunal. En face du tribunal, il y a une permanence appelée Parti pour les partis des travailleurs sur Kamina 18. Jérim Bemba, le maître Jérim Bemba, c'est lui qui s'occupe de cela. Donc, mais nous avons aussi deux vice-présidents qui assistent le président avec beaucoup de choses. L'un des vice-présidents est ici à Kinshasa, un autre est souvent en Afrique du Sud en train de va-et-vient parce que nous avons besoin de continuer à maintenir la connaissance, maîtriser ce qui se passe à travers le monde. Donc nous mettons deux vice-présidents, l'un est en Afrique du Sud, l'autre est ici au Congo et on analyse les réalités du moment et on continue à apporter des solutions. Merci beaucoup d'être passé sur notre antenne, nous parler de vos ambitions mais également commenter l'actualité politique avec nous. Je vais vous poser la toute dernière question. Maître John Malala, vous êtes Non, moi je ne suis pas maître. Moi, je professeur. Tout au long de l'émission, je vous ai appelé professeur. Oui. Donc voilà, s'il y a lapsus. Professeur John Malala, vous êtes congolais? Congolais de naissance, père, mère, frère, grand-père, grand-mère. Je suis du territoire de Boulongo dans la collectivité Lunungu. Je suis né La nationalité congolaise est une et exclusive. En tout cas, jusque-là, la loi n'a pas encore été revisée dans ce sens. Vous n'avez pas une double nationalité, vous? Je suis congolais. Je n'ai jamais rejeté ma nationalité congolaise. Je suis né au Congo. J'ai grandi au Congo. Je travaille pour le Congo. Je suis congolais. J'ai même le certificat de nationalité congolaise. Si quelqu'un veut douter de ma nationalité, il n'a qu'à aller auprès du ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur et rejeter ma nationalité. Je suis congolais.
Merci beaucoup d'être passé sur cette antenne. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, ainsi se termine ce nouveau numéro de Noticia sur les antennes de Numérica Télévision. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous ai présenté cette émission. Un grand merci aussi de nous avoir suivis de la part de toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Portez-vous bien, cette émission sera rediffusée mardi à partir de 10h15. Bonsoir chez vous et surtout très bonne suite de programme sur notre antenne.